communication pour la Fondation DIARC et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle InnoVibes ici à Martigny. Donc, je salue les personnes qui sont en ligne et également celles qui sont sur place ici à Martigny pour cette conférence. Cette conférence est organisée comme toutes les fois. Je pense que certains et certaines en ont l'habitude par la Fondation DIARC. Je vais juste en dire quelques mots. Donc, vous avez ici les missions principales de la Fondation DIARC, qui est vraiment au plus près des entreprises sur le terrain et qui dispose également de sites technologiques comme l'IDEARC ici à Martigny, qui regroupe la recherche avec l'Institut IDIAP, mais également des startups et des PME innovantes. Donc, le rôle vraiment de DIARC est d'être au plus près de ces entreprises pour les aider dans leur capacité d'innovation. Pour en savoir davantage, vous avez toute une liste d'outils de communication. Je vous incite à vous abonner, à consulter, à faire tout ce que vous voulez avec ces outils qui sont vraiment utiles pour connaître ce qui se passe au niveau de l'innovation en Valais. Quelques mots encore sur les conférences InnoVibes. Voilà quelques chiffres. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on est présent avec ce format. Le but, c'est vraiment de faire découvrir les sites de la Fondation DIARC, mais également de partager des thématiques qui sont en lien avec l'innovation. Et la conférence d'aujourd'hui est totalement dans cet état d'esprit. Pour rappel également, c'est vous qui décidez quelles sont les thématiques, les orateurs que vous souhaitez écouter, voir, et vous pouvez en tout temps, toute l'année, voter sur innovibes.ch. Je vous invite aussi à proposer vos propres thématiques, vos propres orateurs. Et si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez simplement mettre quelques étoiles avec les propositions qui sont faites par d'autres. La thématique de ce jour, ça fait plusieurs mois en fait qu'elle attendait d'être traitée, donc on est ravis de pouvoir la traiter aujourd'hui. Si on se projette dans l'avenir, on a pour l'instant 4 autres InnoVibes qui sont prévus dans 4 différents sites technologiques de la Fondation DIARC d'ici la fin novembre. Donc, n'hésitez pas également à réserver ces dates. On vous enverra, bien entendu, en tout temps un save the date et les infos dès que les programmes sont connus. Voilà, j'ai suffisamment parlé pour le moment, donc je vais passer dans quelques secondes la parole à celles que vous attendez toutes et tous. Donc Stéphanie et Hélène, qui ont fait le déplacement depuis Genève, donc merci pour cela, et qui sont respectivement présidente et vice-présidente de Suisse Intel. Elles vont vous expliquer bien mieux que moi ce que fait cette association. Et la thématique, je l'ai dit tout à l'heure, de la veille stratégique est toujours quelque chose qui intéresse les entreprises. Est-ce que c'est pour espionner les concurrents? Est-ce que c'est pour savoir où on est positionné par rapport aux autres? Il y a plein d'éléments qu'elles vont pouvoir vous transmettre d'ici quelques secondes. Et un petit élément au niveau des questions. Donc, je vous propose de prendre les questions en bloc à la fin. Pour ceux et celles qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat de Zoom et j'aurai le plaisir de les retransmettre aux oratrices du jour. Voilà, je vous cède la caméra, les micros et puis je vais mettre la présentation pour qu'on puisse vous écouter au mieux. Merci. Normalement, c'est censé devenir. Ouais, tenez appuyé. Bon. Voilà, on y arrive. Hop. Super, Voilà. merci. À tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux personnes en ligne. Je ne sais pas si les personnes peuvent nous entendre avec... D'accord, parce qu'on va commencer par se présenter brièvement, Hélène et moi. Donc, je suis Stéphanie Ezen, je suis présidente de l'association Suisse Intel, qui est une association dans le domaine de l'intelligence économique et de la veille en Suisse. Je suis chargée de cours à la Haute École de gestion de Genève, où j'enseigne la recherche d'informations, recherche sur des bases de données, des fake news, etc. Désolée. Voilà, désolée. Et donc, j'ai également été entrepreneur dans le domaine de l'intelligence économique et de la veille. Donc, j'ai effectué des veilles, des recherches vraiment très stratégiques pour des clients, que ce soit au niveau horloger,
pharma, médical, également alimentaire, etc. Donc, j'ai été praticienne pendant un bon moment. Voilà, donc je vais laisser la parole à Hélène pour se présenter, Alors, à côté de peut-être. non, bon, c'est pas grave. Hélène Madinier, moi je suis professeure associée à la Haute École de Gestion, donc collègue de Stéphanie, Haute École de Gestion de Genève. Et ça fait une bonne quinzaine d'années que j'enseigne la veille. La veille fait partie des enseignements, mais on doit aussi, en tant que professeur, faire des projets de recherche appliqués. À ce titre, on en a fait un certain nombre et on en a fait notamment avec Interreg, où on a mis sur pied un outil de veille qu'on utilise régulièrement, à la fois pour nos mandats et nos projets de recherche. Avec Stéphanie, on co-dirige aussi une formation continue en veille et défis stratégiques, qui est un CAS. Alors, soit on fait le CAS entier, soit on fait des modules spécifiques. Et là, on vient de terminer un module recherche d'infos et méthodologie et outils, en particulier de veille. Voilà. Alors, je suis vice-présidente de Swissintel, Stéphanie étant présidente. On va vous présenter d'abord Swissintel avec Stéphanie. Ensuite, je reprendrai la parole pour les aspects veille, c'est-à-dire un petit peu l'environnement et puis comment est-ce qu'on fait une veille efficace. Et je relaisserai la parole à la fin à Stéphanie qui pourra vous parler de nos événements. Voilà. Merci. Donc, je ne vais pas faire très long sur Sucintel, hein. C'est vrai que notre association a été créée en 2006 à Zurich et elle est restée suisse alémanique jusqu'en 2015 où là, dans le cadre d'un travail de bachelor de l'un de nos étudiants à la Haute École de Gestion, on a demandé à cet étudiant d'analyser, de voir si ça valait la peine de lancer une branche suisse romande de l'association. Donc, suite à ce travail de bachelor, la branche suisse romande a été créée. Donc, on est présent à Zurich et en Suisse romande. Je vous parlerai après de quelques événements. On en a 5-6 par année. Sachant que nos événements en Suisse romande ont lieu entre Genève et Lausanne. Voilà, on aimerait bien lancer un événement commun entre la Suisse romande et la Suisse alémanique qui se situerait vers Berne. Je pense que peut-être que pour les personnes présentes ici, c'est peut-être plus accessible que Genève, surtout que c'est le soir. Donc voilà. On a environ 300 membres qui nous suivent vraiment depuis les débuts. On a également des personnes qui viennent de Paris, donc de l'école de guerre économique et de l'école européenne de guerre économique. Lors d'un dernier événement de réseautage, on a même quelqu'un qui est venu de Paris juste pour faire du réseautage et il a repris le TGV pour rentrer chez lui. Donc c'est sympa. Et donc voilà, comme je l'ai dit, on a environ 5-6 événements par année, 4-5 autour d'un sujet, d'une thématique, d'une conférence, et on essaye de faire 2 réseautages par an. Je voulais juste vous lancer une petite vidéo qui a été réalisée par l'une de nos stagiaires, parce qu'on accueille des stagiaires aussi. Oui, ah oui, alors il va falloir partager. Merci. Ça a l'air de... Ouais, je vais juste descendre. Voilà. Pour résumer vraiment en points clés nos activités, nos buts, etc. Donc, est-ce qu'il y a du son ou pas? Je n'ai pas de son. Bon, c'est pas... Le son n'est pas forcément très intéressant dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment... ça représente les avantages qu'ont nos membres. On donne accès à une plateforme avec un login membre dans lequel ils ont vraiment la possibilité d'obtenir l'ensemble de nos présentations. On a également des rabais pour des formations, des offres d'emploi, etc. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Hélène. Je vais devoir relever la main
pour ne plus être suivie par la caméra. Donc, Hélène va vraiment parler des aspects méthodologiques en lien avec la veille. Parfait. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire un peu en entonnoir, en fait. Hein. C'est déjà voir quel est l'environnement économique. Pourquoi est-ce que c'est utile de faire de la veille? Mais ça, je pense que vous êtes déjà au courant. On ne voit pas la dernière partie de la slide. Ah, on la voit, d'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est essentiel de faire la veille? Il y a plusieurs éléments. Vous voyez peut-être déjà ici les BRICS, qui fait que, en fait, c'est une fin de rente pour les pays occidentaux, avec les BRICS qui prennent de plus en plus d'importance. Les bouleversements économiques avec raréfaction des ressources naturelles, raréfaction des ressources énergétiques, alors qu'on est de plus en plus. Et puis, tout ce qui est numérisation. Numérisation, ça veut dire que les gens vont de plus en plus vite pour produire des informations. Ça veut dire que votre concurrence, elle n'est pas seulement au coin de la rue, elle est dans le monde entier. Donc, tout ça fait qu'il y a un accroissement de la concurrence. Sans compter que pour la numérisation, si vous ne surveillez pas ce qui se passe, eh bien maintenant, vos clients ou des tierces parties peuvent dire des choses sur vous qui peuvent être tout à fait dommageables. Donc, tous ces éléments, bien sûr, font qu'il y a un accroissement de la concurrence. Et puis, parallèlement, comme vous le savez aussi, il y a une dématérialisation de l'économie, c'est-à-dire que vous avez une transformation des biens matériels en biens numériques. Là, vous avez un exemple avec notamment les livres, la musique, la monnaie, etc. Et puis, le fait que, justement, grâce à des capteurs, on utilise beaucoup plus certains objets qu'on n'utilisait pas avant. Là, vous avez un pneu avec des capteurs, par exemple. Et puis, le fait que des entreprises qui sont des entreprises productrices de biens sont maintenant productrices de services. Par exemple, Michelin, qui était avant producteur de pneus, dit maintenant que c'est producteur d'atterrissage et de décollage pour des avions. Hein, on est complètement dans le service. Et ce qui compte maintenant, c'est la connaissance. Donc, on est vraiment dans une économie de la connaissance et avec une lutte pour son acquisition et son exploitation. Hein. La connaissance, c'est maintenant ce qui compte aussi, c'est le degré de connaissance qui sont incorporés dans les objets. Alors, lutte pour son acquisition et son exploitation, comme vous le savez peut-être, on parle de guerre économique. Même en Suisse, on parle de guerre économique. Et ça, c'est surprenant. C'est-à-dire que même la Confédération a reconnu qu'il fallait faire attention. Et elle a produit ce que vous voyez peut-être, qui s'appelle Invisir ou En ligne de mire. C'est un petit film qu'a produit le service des renseignements de la Confédération il y a, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça, qui est en allemand et puis c'est traduit en français, vous avez des sous-titres, qui met en scène notamment une activité de social engineering, c'est-à-dire un responsable d'une entreprise, alors c'est fictif mais ça peut être réel, responsable d'une entreprise à haut potentiel, c'est pas le responsable, c'est le responsable de recherche et développement qui se fait qui se fait approcher par des espions qui sont visiblement payés par une autre entreprise et qui s'apprêtent à lui révéler des secrets de fabrication. Donc ceci, c'est pour un peu sensibiliser les entreprises aussi en Suisse à cette guerre économique. Parce que vous le savez, il y a des guerres économiques entre entreprises, il y a des fausses alliances, il y a des débauchages concurrentiels, il y a des tas de choses qui se passent. Puis, comme vous le savez, il y a pas mal aussi de hacking qui se fait entre entreprises. Donc ça, c'est connu. Ce qui est moins connu, mais ce qui existe, c'est qu'il y a aussi une guerre économique entre autres entités et entreprises, c'est-à-dire à la fois entre ONG et entreprises et entre État et entreprises. Vous avez tous et toutes entendu parler de PRISM, cet accord qui a été passé entre la NSA américaine, qui a été révélé par Snowden, et puis les géants du net, qui imposait à ces géants du net de donner accès directement à la NSA à leurs serveurs. Alors, c'était non seulement pour lutter contre les terroristes, mais aussi pour lui. Ça a permis de faire de l'espionnage économique aux États-Unis. Et surtout, ce qui est encore plus frappant, c'est le droit extraterritorial. Alors, le droit extraterritorial américain, il a deux armes. Le FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, c'est-à-dire une loi contre la corruption, et les lois anti-embargo. Et avec ces armes-là, eh bien, le gouvernement américain peut condamner une entreprise non américaine pour avoir contrevenu à ces lois.
Nous avons eu à Swiss Intel, il y a quelques années, le témoignage de Frédéric Pierucci. Frédéric Pierucci, qui se trouve avoir travaillé longtemps à Alstom, qui était responsable de la division chaudière, je crois, et qui avait fait une grosse vente en Indonésie. Et en 2014, il y a pile 10 ans, il prend l'avion pour New York et dès qu'il débarque, il est arrêté. Il passera 14 mois en préventive à New York dans un quartier de haute sécurité. Et en faisant ça, en fait, en étant victime de ça, il paye pour son entreprise. Il paye pour Alstom parce que voilà, il avait, pour avoir ses gros contrats, ben, il avait effectivement offert des cadeaux, comme ça se fait dans visiblement beaucoup de grosses entreprises. Je ne suis pas en train de justifier la corruption, mais en fait, il suffit pour qu'il soit condamné qu'ils aient un lien avec les États-Unis. Alors, ça peut être un serveur aux États-Unis, ça peut être des transactions en dollars, et il tombe sous le coup de la loi américaine. Et alors, pour ne pas continuer à avoir à avoir une procédure trop longue, bah, la plupart de ces entreprises préfèrent payer des amendes colossales. Et quand je dis colossales, c'est vraiment colossal. Donc, je crois que Alstom a dû payer 700 millions de dollars. Siemens, qui s'est fait prendre aussi, a dû payer 800 millions de dollars. Au point que le département de la justice, DOJ, Department of Justice, on l'appelle DOJ Inc., tellement il engrange. Et sur à peu près, il y a à peu près 80% sur les entreprises condamnées qui sont des entreprises étrangères. Donc, c'est une arme redoutable d'intelligence économique contre les entreprises. Donc, voilà pour dire que on est vraiment dans une guerre économique. Et encore une fois, même la Confédération le reconnaît. Alors, dans ce contexte, l'intelligence économique ou la veille, bah, c'est nécessaire pour réagir, c'est-à-dire c'est nécessaire pour connaître le milieu local, pour pouvoir l'influencer, pour se protéger, et surtout pour comprendre qui est derrière un affrontement, qui est derrière une attaque, qui est derrière un accord entre deux entreprises. Donc, c'est là où, finalement, c'est une grille de lecture qui peut être tout à fait intéressante et utile. Voilà, donc là, c'était un petit peu le contexte. Maintenant, on va voir quelques définitions. Alors, vous avez déjà, en France, on parle pas mal d'intelligence économique, qui est en fait un mode de gouvernance qui se décline, vous voyez, en trois piliers. Vous avez un pilier surveillance de l'environnement, qui est la veille proprement dite, un pilier protection du patrimoine informationnel. Patrimoine informationnel étant large, c'est à la fois tout ce qui est brevet, procédure, etc. Mais ça va aussi jusqu'à la protection physique, comment est-ce que l'entreprise est protégée physiquement, le pare-feu, etc. Et puis l'influence, c'est comment effectivement elle existe sur Internet, comment elle existe en général pour pouvoir influencer selon ses intérêts. Donc tout ça, si vous voulez, c'est de l'intelligence économique. Donc ça, c'est un concept surtout utilisé en France, qu'on reprend un petit peu ici. Nous, en Suisse, on parle davantage de ce qui est veille ou veille stratégique. Vous avez sûrement déjà vu ces différentes appellations pour la veille, l'intelligence économique. Donc, en fait, la traduction en anglais, ce n'est pas toujours facile de traduire en anglais, c'est competitive intelligence. Avant, c'était business intelligence, mais IBM a phagocyté business intelligence. Maintenant, la business intelligence, c'est ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle. Donc, c'est un peu différent. Si des Américains parlent de business intelligence, il y a des chances quand même que ce soit la veille. Mais si c'est des Européens, bah, ça sera l'informatique décisionnelle. On parle de veille concurrentielle et aussi, il faut savoir qu'en Belgique, on parle d'intelligence stratégique, mais c'est la même chose. On parle aussi de scanning, environmental scanning, horizon scanning, je vais revenir. Alors, les Anglais au Royaume-Uni, on parle de market intelligence, intelligence marché, mais c'est assez proche aussi. Et puis maintenant, on voit surtout dans les annonces de poste strategic insights. Quand vous voyez strategic insights, ben on est dans la veille, ou foresight, qui est plus dans la prospective, et puis business, market insight. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence économique territoriale, c'est l'intelligence économique appliquée à un territoire, ça c'est pris de Régio Suisse, avec notamment les clusters existants pour la Suisse, c'est comment mettre en œuvre l'intelligence économique au profit d'un territoire donné, c'est un petit peu ce que font les organismes de promotion économique, comme celui dans lequel nous sommes. Et puis maintenant aussi, depuis une petite dizaine d'années, on parle de horizon scanning, qui est surtout employé au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, qui est surtout adapté aussi aux organismes publics, à ceux qui pratiquent la prospective. Et puis, il y a toujours une dimension d'analyse beaucoup plus poussée dans l'horizon scanning.
C'est vraiment de la veille qui est destinée à éclairer les décisions des pouvoirs publics et qui, en général, précède un exercice de prospective, c'est-à-dire de scénario planning. Vous faites de l'horizon scanning pour voir en fait ce que l'horizon, ce que vous réserve l'avenir en termes de veille, et puis ensuite vous allez sur des scénarios. Alors, j'ai pris quelques exemples. Un que vous connaissez sûrement bien, qui est l'Observatoire valaisan du tourisme. Là, on est vraiment dans de la veille au niveau local. Alors, c'est à la fois public et privé, puisque c'est aussi hébergé par la HES Valais. Vous avez récemment, qui s'est mis sur pied récemment, l'Observatoire du logement et immobilier à Fribourg aussi. Et puis, vous avez à Lausanne, hébergé par l'IPFL, ce qui s'appelle le campus cyberdéfense, qui dépend de Arma Suisse et qui fait toute une veille technologique, en particulier sur les armements, sur la cybersécurité. Récemment, on a participé d'ailleurs à un projet de recherche pour eux sur l'influence des grands modèles de langue sur la cybersécurité. Les grands modèles de langue, c'est l'intelligence artificielle générative, hein, c'est ChatGPT par exemple. Voilà, donc vous avez aussi quelques exemples d'intelligence économique, de veille et puis territoriale au niveau soit de la Confédération, soit de certains cantons. De façon générale, l'intelligence économique et la veille en Suisse, eh ben, elle est représentée par notre association professionnelle qui s'appelle Swiss Intel depuis 2016. Et puis, il faut savoir qu'il y a de la recherche. Alors, c'est de la recherche plutôt appliquée. Il y a ce colloque annuel qui s'appelle J-Veille, c'est-à-dire les journées franco-suisses en veille depuis 2004 maintenant, donc ça fera 20 ans cette année. C'est des journées franco-suisses en veille qui ont lieu chaque année, une année à Genève, une année à Neuchâtel, puisqu'on a un partenariat avec la HEARC, et une autre année à Besançon. Cette année, c'est le 13 juin à Genève, et c'est sur l'influence de l'intelligence artificielle générative sur la veille, sans surprise. Vous avez aussi des travaux de recherche qui sont faits. Alors, il y a des articles et des préprints. Vous voyez ce que c'est, les préprints, c'est ceux qui sont proposés avant une impression ou une intégration dans une revue, qui sont sur le dépôt institutionnel qui s'appelle AROD. AROD, c'est le dépôt institutionnel pour toute la HECSO. Et puis, vous avez des mémoires de bachelor et de master, donc d'étudiants. Les bons, ceux qui ont 5 ou plus, sont sur le dépôt qui s'appelle sonar.ch et ils sont en libre accès. Et puis, vous avez la formation continue aussi, la formation continue en veille et défis stratégiques que nous animons toutes les deux, Stéphanie et moi, à la HEG Genève, pour lequel soit on fait la formation en général, complète, soit on fait un ou deux modules. Récemment, en janvier-février, on vient de faire un module, le module 2, c'est-à-dire méthode et outils de recherche. Alors, là, c'est une enquête qui date un tout petit peu, mais il y en a une de 2017 qui disait un peu la même chose, c'est que dans l'ensemble, la veille est trop peu utilisée par les entreprises romandes, c'est-à-dire que, comment dire, on fait de la veille, mais c'est de la veille très informelle qui n'est pas professionnalisée. Pas professionnalisée, ça veut dire quoi? On n'a pas des outils spécifiques, on n'a pas une méthode spécifique, on n'a pas du temps pour faire ça et on n'a pas de personnes dont c'est le cahier des charges. Donc, forcément, if it's everybody's job, it's nobody's job. Hein, ça, c'est clair et c'est tout à fait aussi clair pour la veille. Donc, d'après cette enquête, il y en a assez peu, 8%, qui pratiquent un système de veille complet et puis beaucoup qui font de la veille passive. La veille passive, c'est quoi? C'est identifier ce qui peut être intéressant, mais sans qu'il y ait une vraie organisation, sans qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit en charge de ça. Alors, quelques rappels sur la veille. Hein, la veille, donc, vous le voyez ici, donc, par rapport aux 3 piliers de l'intelligence économique, la veille, c'est l'aspect surveillance de l'environnement. Je suppose que vous voyez à quoi fait référence la photo. Ouais, c'est un radar. C'est vraiment ça, un radar. C'est quelque chose qui regarde à 360 degrés. La veille, c'est aussi ça. C'est un processus formalisé qui surveille l'environnement pour en anticiper les évolutions. Donc, c'est la surveillance de l'environnement. Mais attention, j'insiste sur le fait que ça soit formalisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus. Hein, c'est vraiment quelque chose de formalisé. Ça veut dire quoi, surveiller l'environnement? Ça veut dire quelles sont
quels sont les concurrents, quels sont les clients de mes concurrents, ces nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs de mes concurrents, quel est l'environnement réglementaire de mon activité. Donc, il y a des tas de questions, si vous voulez, qu'on peut se poser avec la veille et qui peuvent mener à des innovations. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que ça mène à des innovations et à être plus compétitif. Alors, je vous ai donné deux exemples qui sont des vrais exemples. Il s'agissait notamment de personnes qui avaient fait un master qui est dirigé par la HES Valais, qui s'appelle Master Qualité et Stratégie et qui est divisé en plusieurs classes. Et là, j'interviens toujours d'ailleurs, dans un cours de veille stratégique. Et du coup, après, il y a des gens qui ont mis vraiment ça en œuvre dans leur entreprise. Alors, la première, c'était une entreprise de sous-traitance horlogère du canton de Neuchâtel, une PME d'environ 250 personnes, et c'est celui qui était responsable de la qualité et de la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à jour sa stratégie et il a mis sur pied un dispositif de veille. Alors, qui est-ce qui faisait la veille? C'était lui, en collaboration avec le responsable de marketing, surtout, enfin, qui analysait les informations et qui pilotait le dispositif. Mais ce n'était pas que lui qui allait chercher les informations, c'était toutes les personnes en contact avec l'extérieur. Simplement, c'était coordonné que par lui. Et ça, c'est important parce qu'on ne peut pas forcément tout connaître, tout savoir. On n'est pas tous tout le temps en contact avec l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir aussi compter sur les gens qui sont à la réception, sur les gens qui font la livraison, sur les technico-commerciaux. Donc, vous avez toute une série de fonctions comme ça dans l'entreprise qui peuvent être utiles pour la veille. Et puis, l'analyse des informations se faisait collaborativement entre le responsable qualité stratégie et le responsable marketing. Alors, il a trouvé des informations clés, notamment un nouveau concurrent, des nouvelles technologies d'usinage et de lavage, des nouveaux moyens de mesure qui lui ont fait gagner pas mal de temps parce qu'au lieu de 40 minutes, c'était plus que 4 minutes. Donc, c'était vraiment des choses mesurables que la veille lui a permis de trouver. Le deuxième exemple, j'aime bien parce que c'est aussi un plus petit exemple, parce qu'on a tendance à me dire oui, mais les petites entreprises ne peuvent pas faire de la veille. Là, c'était une école privée, une PME familiale aussi, de 35 collaborateurs, donc une petite entreprise, et c'était le directeur de l'école. Et c'était au moment où on passait les responsabilités entre le père et le fils. Ce n'est pas toujours facile quand vous êtes jeune et de reprendre une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini sa stratégie aussi. Donc, vous voyez le lien entre stratégie et veille qui doit être important. Et surtout, ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il a intégré la veille dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a formé la personne à l'administration, il a formé les directeurs de filière et les professeurs à utiliser certains outils. Et chacune, dans son cahier des charges, a eu une tâche ou plusieurs tâches de veille à faire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il a pu impliquer toutes les fonctions de l'entreprise. Et chaque 15 jours, ils avaient une réunion de coordination où il y avait toujours un point de veille à l'ordre du jour. Alors, ça lui a permis de gagner en confiance. Encore une fois, quand vous prenez la tête d'une entreprise, ce n'est pas toujours simple. Ça lui a permis aussi d'adapter en permanence sa stratégie et d'éviter des erreurs. Il voulait faire un bac bilingue et puis en fait, la veille lui a montré que ce n'était pas du tout ce qu'attendaient ses clients. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça motive les gens. Ça a motivé énormément son personnel parce que les gens ont vraiment l'impression de participer à la bonne marche de l'entreprise. Donc ça, c'était un plus. Et en fait, c'est souvent ce qu'amène la veille, c'est de la motivation supplémentaire. Et qui dit motivation supplémentaire, dit meilleure productivité et meilleure compétitivité. Donc, sans surprise, la veille, ça améliore la compétitivité, puisque c'est-à-dire sa capacité à vendre durablement et avec profit ce qu'on produit, tout en décelant des nouveaux besoins éventuellement. Ça permet d'éviter des risques. Lui, il n'a pas été dans la direction où il voulait aller, donc ça, c'est intéressant. Et puis, ça permet aussi d'éviter des copies involontaires de brevets, par exemple, quand vous faites ce genre de veille. Ça permet aussi d'innover et puis de mettre en place une politique d'innovation permanente parce que la veille, c'est aussi se tourner vers les autres pour voir ce que font les autres, si vous voulez. Et à chaque fois, vous y gagnez. Et puis, ça permet de bien prendre des décisions, de mieux prendre les décisions. Donc, je repense à cette école qui, du coup, quand elle devait prendre une décision, c'était un peu bétonné parce qu'elle avait fait de la veille. Alors, simplement, comme je disais avant, il y a quelques conditions qui font que la veille est efficace, qui sont ici. C'est-à-dire que la veille, elle doit être professionnalisée pour être efficace, sinon elle ne l'est pas.
Alors, elle doit être professionnalisée via une organisation spécifique, via l'adoption de processus et d'outils, via une culture collective de l'information et un lien étroit avec la stratégie. Alors, je commence juste par l'organisation et le positionnement. La veille, ça doit être positionné clairement dans l'entreprise, c'est-à-dire que à la fois dans l'organigramme et dans les fonctions, ça doit être clairement défini. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit c'est centralisé en cellules, c'est-à-dire vous avez une cellule en staff de la direction, c'est assez fréquent. Soit vous avez un département qui fait de la veille, soit vous avez aussi un aspect décentralisé, c'est-à-dire que c'est un département, enfin, une cellule de veille au sein d'un département. C'est parfois le cas, vous savez, pour les départements recherche et développement, qui a une cellule de veille. On a eu récemment en cours des veilleurs d'un département recherche et développement d'un horloger. Et puis, vous pouvez aussi avoir, comme c'est indiqué en bas, une décentralisation en réseau avec coordination possible. Donc là, vous avez à la fois quelqu'un qui coordonne, en fait c'est ça qui compte surtout, et puis on ne voit pas forcément en dessous, vous avez des référents intelligence économique dans chaque département. Et c'est un peu à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je disais, vous ne pouvez pas tout faire, mais il faut qu'il y ait un coordinateur. Le coordinateur, il n'est pas forcément à 100%, il peut être à 40%, 50%, 40%, mais il a des référents IE, c'est-à-dire que selon les fonctions des gens, ils peuvent être référents IE, ça veut dire qu'ils doivent rapporter en fait à ce coordinateur IE les informations qu'ils ont trouvées. Au coordinateur de mettre ensemble, de résumer, de synthétiser et d'envoyer à la direction. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit clairement défini. Donc, il faut que ça soit dans le cahier des charges. Encore une fois, si c'est le boulot de tout le monde, c'est le boulot de personne. Et c'est malheureusement souvent ce qui se passe. Donc, c'est la première, je dirais que c'est la première condition. La deuxième condition, il faut adopter une méthodologie spécifique. Donc, souvent, on adopte le cycle du renseignement, ce processus-là, qui nous vient des militaires, qui ont bien développé une science dans le cycle de renseignement. D'ailleurs, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, il y a une école à Paris qui s'appelle l'école de guerre économique, parce que, voilà, de tout temps, les militaires ont développé une science dans ce domaine-là, qu'on utilise avec plusieurs étapes. Donc, il faut toujours savoir où on en est. Et surtout, maintenant, il faut utiliser des outils. Là, vous avez une liste des outils par étape du cycle. Alors, je me souviens quand j'en parlais une fois en marge d'un salon de sous-traitance à Genève, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, madame, mes outils, c'est mes yeux et mes oreilles. Alors, j'ai dit, oui, c'est important, mais ça ne suffit plus. Les yeux et les oreilles, c'est important, surtout quand on va dans des salons, dans des congrès, mais vous êtes obligé maintenant d'avoir un minimum d'outils pour suivre ce qui se fait sur Internet. Et nous, ce qu'on utilise pas mal, c'est des agrégateurs de flux et notamment InnoReader. InnoReader Pro, c'est un outil, une plateforme pas très chère et particulièrement performante pour suivre tout ce qui se fait, c'est-à-dire à la fois des flux RSS, mais pas seulement, pour suivre aussi des alertes. Puis maintenant, en plus, vous avez des outils qui peuvent vous aider, alors avec des guillemets, mais vous avez aussi l'intelligence artificielle générative qui peut aider. Et puis, comme on l'a vu avec l'exemple de l'école privée, ce qui était important, c'est l'instauration d'une culture de l'information dans l'entreprise, dans l'organisation. Et plus les gens participent à l'effort de veille, plus ils échangent les informations. Alors, ça veut dire maîtrise un minimum des technologies de l'information et de la communication, non seulement des technologies, mais des modes de recherche d'information. On est toujours frappé avec Stéphanie quand on fait des formations de voir que les gens ne savent pas utiliser ne serait-ce que les modes avancés de Google, ce genre de choses. Or, ça fait quand même pas mal gagner du temps. Il faut un minimum d'éthique, attention, on n'est pas dans l'espionnage, on est dans la formation blanche ou grise, mais pas dans la noire. Il faut être curieux, il faut être très curieux, toujours sur le qui-vive, parce que c'est un peu ça. Et surtout, il faut partager l'information. Le problème, c'est que souvent pour les PME, c'est le responsable qui garde ça dans sa tête ou qui garde ça dans un de ses répertoires ou fichiers sans le partager. Et ça, c'est quand même fondamental. Alors, vous avez des outils qui existent, des intranets, mais vous avez aussi des réunions où vous partagez l'information, mais c'est quand même une condition sine qua non de l'efficacité de la veille. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est que la veille soit ancrée dans la stratégie. On avait fait un projet de recherche il y a un certain temps avec des collègues pour voir que finalement, vous avez la démarche d'analyse stratégique et les démarches d'intelligence économique et qu'elles sont parallèles, mais qu'elles peuvent se rencontrer. Et qu'une fois que vous avez défini, si vous voulez, votre stratégie, enfin, vous avez choisi une stratégie, le fait de faire de la veille, ça permet de vérifier si vous êtes juste, s'il faut adapter cette stratégie, d'où la rétroaction nécessaire
sur la stratégie, entre veille et stratégie. Mais il faut l'ancrer dans la stratégie. On ne fait pas de la veille pour faire de la veille. On fait de la veille parce qu'on veut aller dans telle ou telle direction. Voilà, alors là, c'était juste un point sur les principaux types de veille, mais je pense que vous les connaissez tous, veille technologique, veille réglementaire, veille concurrentielle, il y en a un certain nombre. Quelques mots sur des organisations publiques qui font de la veille. Vous connaissez peut-être Présence Suisse. Présence Suisse, c'est au niveau de la Confédération. Ça dépend du DFAE et puis donc ça surveille la manière dont la Suisse est appréciée dans le monde et ça donne donc ce département donne un rapport au Conseil fédéral, à la conseillère fédérale qui se rend dans le pays en question pour voir comment est-ce que la Suisse est appréciée. Et on a eu il y a quelques années une présentation d'ailleurs de ce que faisait Présence Suisse lors des journées franco-suisses en veille à la HEG qui était bien intéressant. Le département cantonal à Genève, enfin l'exemple de la promotion économique, DGDRI, ça veut dire promotion économique, qui fait de la veille aussi avec un outil professionnel. Et puis certains organismes publics ou assimilés, comme l'Hospice général, comme l'Office de promotion de l'industrie. Et puis l'Université de Lausanne, au niveau de son rectorat, fait également de la veille pour voir comment se situe l'Université de Lausanne par rapport à d'autres. Mais ça, c'est des exemples qu'on connaît, il y en a d'autres aussi. Alors, pour faire en sorte que la veille marche bien, eh ben, il faut la gérer comme un projet. Et puis, les gens disent parfois, ah oui, mais si je commence la veille, j'en ai pour longtemps, puis je ne pourrai pas terminer. Mais pas du tout. Vous pouvez tout à fait dire que vous faites de la veille par rapport à un projet précis, et puis que vous arrêterez, vous en referez plus tard. Donc, c'est vraiment à gérer comme un projet. En définissant les rôles et surtout, il faut qu'il y ait une fonction de coordination. Ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas cette fonction, la veille sera inutile. Ce qu'on suggère aussi, parce que c'est comme ça que ça marche bien aussi, c'est de se faire accompagner. Ce n'est pas toujours facile de se lancer là-dedans. Il faut savoir que vous avez les HES pas loin. Alors, en Valais, vous avez la HES Valais, mais il y a aussi nous. Et nous, on fait faire beaucoup de travaux avec des étudiants pour des vraies entreprises. Et ça, le risque est minime parce que, ma foi, voilà, ça demande un petit investissement en temps, mais c'est tout. Et ça permet un peu de commencer, si vous voulez, à se lancer. Soit des travaux dans le cadre des cours, soit des travaux qui sont des travaux de bachelor, des travaux de master. Et ça peut vraiment être une bonne aide. Et d'autre part, c'est souvent comme ça qu'on rencontre d'autres problématiques qui sont proches. Ce qui est important, c'est de communiquer sur la veille. Communiquer. Alors, si vous n'êtes pas à la hiérarchie de votre entreprise, il faut communiquer parce que ça permet de vendre auprès de la hiérarchie, ça permet de vendre auprès de vos collègues et ça permet d'être mieux reçu lorsque vous allez donner des produits de veille. Et puis, il faut coordonner ça avec action, décision. Comme je le disais, on ne fait pas de la veille pour faire de la veille, on fait de la veille parce que ça a un intérêt pour sa propre stratégie. Donc, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire, d'où la nécessité de redéfinir sa stratégie. C'est ce qu'on avait fait lors du projet de recherche, mais il faut absolument le coordonner avec une action, une décision. Et c'est pour ça que ça peut être aussi quelque chose qui ne dure pas forcément trop longtemps dans le temps. Et puis à la fin, ce qui est important, c'est de se former. Alors, soit on a le CAS dont on a parlé, le Certificate of Advanced Study en veille et défis stratégiques, mais on peut aussi se former sur une journée, on peut se former sur un module. En fait, c'est quand même pas mal pour savoir vraiment bien chercher l'information, bien utiliser les outils et utiliser une méthode. Donc ça, c'est quand même important aussi. Et puis quelques mots sur les événements qui vont avoir lieu. Donc, la prochaine édition de notre CAS, c'est à partir d'octobre prochain. Nous avons aussi quelque chose qui s'appelle les rendez-vous de la HEG, toujours à Genève, le 23 mai 2024, avec Stéphanie, qui s'appelle à l'ère de ChatGPT, quelle pratique d'information dans les entreprises. La journée franco-suisse en veille qui a lieu le 13 juin prochain est donc sur veille intelligence artificielle générative, les bonnes pratiques, avec en keynote speaker Christophe Deschamps, dont vous avez peut-être entendu parler, qui connaît extrêmement bien tout ce qui est veille et outils de veille. Et puis le prochain événement Suisse Intel, qui est le 7 mars prochain, donc c'est bientôt, c'est les nouveaux enjeux pour les métiers du traitement de l'information à l'heure de la nouvelle loi sur la protection des données, parce qu'il va y avoir effectivement des enjeux là-dessus. Pour terminer les deux dernières slides, je vais laisser la parole à Stéphanie. Merci. Je ne vais pas faire long. C'est simplement un petit... oui, je vais lever la main. Hop. Voilà. C'est un petit patchwork de photos de nos derniers événements pour un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. On a plusieurs sponsors, RUAG, FXIS. FXIS, c'est une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle qui est issue de l'EPFL.
On a également un partenaire qui s'appelle Innovis. Donc là, c'est une société qui fait de l'intelligence économique et de la veille en Suisse et aux États-Unis. Et on essaye en fait de trouver, en fait, je crois qu'on n'a jamais eu 2 fois le même événement, la même thématique depuis qu'on existe. Et on essaye aussi de trouver des partenariats au niveau des thématiques pour nos événements. Donc, je ne vais pas tous les citer du tout, mais par exemple, le 11 mai 2023, on a eu un énorme événement sur le campus de SICPA, le nouveau campus, Unlimited Trust Campus. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est à Prilly, c'est un très beau campus. Et là, on avait, je pense, environ 150 personnes présentes avec un ancien responsable du renseignement suisse, Monsieur Gaudin. On avait également la responsable de SICPA, Brigitte Beck. Enfin, on a également eu une personne de chez Swisscom, Swisscom Ventures, qui aide justement les startups à se lancer, etc. Et voilà, en fait, ce qu'on cherche à faire dans nos événements, avec toujours, comme ici, un aspect réseautage et apéritif. Je pense que vous êtes pressés de boire un petit coup. Voilà. Donc, on est à disposition pour des questions. C'est juste une chose, encore la veille. On ne peut pas se former à la veille en 1 heure. La veille, ça demande, en tout cas, je pense, une journée pour bien connaître les méthodologies, quelques outils, et ensuite, ben, ça s'apprend en pratiquant. Donc, vraiment, nous, nos formations continues, généralement, elles sont sur 4 jours, à intervalle de 2 semaines. Voilà, je pense que c'est bien pour pouvoir prendre le temps d'appréhender les outils. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Je pense qu'on peut les applaudir pour celles qui sont dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour commencer. Il y en a quelques-unes en ligne, mais je prends volontiers priorité à ceux qui se sont déplacés. Allez-y, pas tous en même temps. Du coup, je vais la répéter pour les gens qui sont en ligne. Est-ce qu'on peut les trouver une partie de ces outils quelque part sur votre... La question porte sur s'il y a une liste d'outils qui existent, les outils que vous avez présentés. Oui, il y a un catalogue d'outils qui avait été fait par un de mes anciens assistants, Raphaël Ray, qui doit toujours être sur Internet. Je peux le mettre à disposition de Arc, d'idée Arc. Je le mettrai à disposition. Après, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup InnoReader, qui est un outil qui a une version gratuite pour commencer à mettre... Oups, j'ai appuyé sur quelque chose. Et il y a une version payante qui n'est vraiment pas chère et qui permet de travailler en équipe autour de sa veille. Du style 100 francs par an et qui est particulièrement performante. Donc, on recommande beaucoup. On fait utiliser aussi. On n'a aucune action dedans. Hein. Une autre question dans la salle? Oui, volontiers. Petite question rapide. Merci pour les présentations. Vous avez beaucoup parlé des défis stratégiques qui sont liés à plus au niveau économique, donc aux entreprises. Est-ce que vous avez des exemples, des modèles qui fonctionnent pour ces défis stratégiques liés à des autorités, comme par exemple l'échelle communale? Deuxième question qui est liée à celle-là, c'est comment finalement transformer cette veille que l'on fait. C'est en guillemets la partie facile de pouvoir transférer l'information en action concrète dans le terrain, typiquement avec des communes dont la priorité c'est de réparer la canalisation qui fuite, de faire face aux demandes pressantes du citoyen, etc. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à instaurer cette culture dans la vision stratégique? 2 questions en une. Comment appliquer la veille sur les collectivités publiques, je résume, hein, et comment appliquer ça sur le terrain, notamment pour les administrations publiques? Alors, je vous ai donné quelques exemples d'administrations publiques qui faisaient de la veille. Il y a 2 niveaux, comme vous dites. Il y a le niveau opérationnel, immédiat, comme vous dites, faire face à des demandes pressantes, réparer les canalisations, etc. Et puis, il y a le niveau stratégique, c'est-à-dire le niveau de réflexion. Et vous voyez, par exemple, à l'Université de Lausanne, ils ont décidé de faire ça au moment où il y a eu, il y a quelques années déjà, vous savez, la votation, c'était du 9 février, je crois, 2014, contre l'immigration, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était un autogol pour tout ce qui est recherche. Donc, ils se sont dit, maintenant, on va faire de la veille, ça va nous aider à voir où on se situe au niveau enseignement supérieur. Donc, vous voyez, ça peut être en réaction à quelque chose, première chose. Deuxième chose, il peut y avoir des exercices un petit peu
je dirais, de stratégies ou de prospectives qui sont faites au niveau des communes ou des agglomérations de communes. Et ça peut être utile, mais ça veut dire un peu se projeter, faire un peu un exercice avec des gens différents de l'administration et se projeter sur plusieurs années. Et ça, c'est ce qu'on propose en prospective. Maintenant, je fais le cours au niveau du master en stratégie et qualité, qui est, je crois, animé maintenant par Alain Pillet. Je fais le cours avec une spécialiste de prospective qui s'appelle Vanessa Hanifa. Et on lit beaucoup horizon scanning et prospective. Et ça, c'est un exercice qui peut être très utile pour une administration. Mais on pourra en parler, si vous voulez, lors de l'apéritif. Je prends une question en ligne. Donc, a priori, il y a un lien très étroit entre la veille et la stratégie. Du coup, la question, c'est comment répartir les rôles en fait entre la direction et le conseil d'administration dans la définition et le suivi de cette veille. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour cette répartition des rôles? Alors, dans notre comité scientifique du CAS, il y a un spécialiste de veille au niveau d'une entreprise pharmaceutique assez importante. Et 2 fois par an, devant son conseil d'administration, il fait une présentation de veille très importante. Donc, finalement, le conseil d'administration doit aussi être destinataire de la veille. Ce n'est pas le conseil d'administration qui fait la veille, mais il doit être destinataire et il doit être au courant de la veille. C'est plus au niveau, je dirais, de la direction, en staff de la direction, que la veille se réalise elle-même. Merci beaucoup. Euh, Quelques questions en ligne aussi sur les petites entreprises. Donc, on a vu des organigrammes, on a entendu parler de grandes entreprises comme Siemens, comme la Confédération aussi. Finalement, est-ce que c'est applicable à une petite PME de quelques personnes? Et si oui, par où commencer? Est-ce que vous avez quelques petits trucs et astuces pour pas faire peur finalement? Moi, je pense que c'est tout à fait applicable, enfin, c'est même nécessaire parce que peu importe la taille de l'entreprise, on est obligé de connaître sa concurrence, connaître son environnement, si s'il y a des nouvelles réglementations qui vont impacter nos activités. Et au final, il suffit d'1 à 2 personnes dans l'équipe pour mettre en place une veille efficace. Comme l'a dit Hélène, l'important c'est la communication, donc on réalise sa veille et ensuite, voilà, ça n'empêche pas dans une petite structure de se réunir 1 fois par semaine. Je pense que toutes les entreprises font ça, voire plus, pour échanger autour tiens, mon concurrent a lancé un nouveau type de peinture bio, par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire face avec nos moyens, etc. Donc oui, c'est tout à fait applicable au PME. Pour compléter, je repense au petit exemple que j'avais donné, l'école privée de 35 personnes. Eux, ils ont décidé, c'est en faisant leur stratégie qu'ils se sont dit, on va faire de la veille et qui ont donné des rôles à chacun. Ça, c'est une première chose. D'autre part, je repense, à ce que je disais, ça peut être utile pour commencer de faire appel à nous. Encore une fois, c'est pas forcément qu'on veut, ça sera pas payant. On pourra voir dans quelle mesure on peut vous aider à mettre en place quelque chose en faisant aussi participer les étudiants. Ça, c'est une deuxième chose. Puis dernière chose aussi que je voulais dire par rapport à ce qui est administration publique, la veille concurrentielle de l'administration publique, c'est comment font les autres. Et ça, c'est un benchmark qu'on peut faire assez facilement dans toute veille. Voilà. Merci. Une question dans la salle? Oui. Donc, on a surtout parlé de veille, donc regardez autour de nous. Si tout le monde le fait, forcément, on est observé aussi nous. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques que vous recommandez pour protéger un petit peu l'entreprise sans tomber dans la paranoïa quand même? Parce que là, on utilise tous des outils qui sont dans le cloud, on a des téléphones qui sont connectés. Est-ce que pour une entreprise moyenne, qui n'est peut-être pas dans l'armement comme ça, on doit éteindre nos téléphones pendant nos séances de direction ou vous pensez que ça passe? Alors moi, je conseillerais de demander aux collaborateurs et collaboratrices de faire attention à ce qu'ils disent dans les transports en commun, parce que je sais absolument toutes les problématiques, des problématiques informatiques de Pictet. J'en ai entendu parler dans le tram. Voilà. Oui, donc là, vraiment, il faut sensibiliser les gens. Peut-être faire attention aux messageries sur les smartphones.
voilà, si on a des données sensibles, demander aux collaborateurs et collaboratrices de ne pas avoir de messagerie sur smartphone. Après, j'essaierai de réduire la présence de mes collaborateurs et collaboratrices sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Je donne un petit exemple à mes étudiants et étudiantes, l'exemple de Nestlé. Je ne sais plus combien ils sont de collaborateurs et collaboratrices dans le monde, mais en tout cas 80% des collaborateurs, collaboratrices de Nestlé sont sur LinkedIn. Et rien qu'en regardant sur LinkedIn, on voit un petit peu leur parcours professionnel. Si tout à coup, il y a une vague de départ vers le concurrent ou voilà. Donc voilà, faire attention à ces points. Sachant que maintenant, de plus en plus d'entreprises, au moment du recrutement, font signer une charte d'utilisation des réseaux sociaux. Donc ça se fait aussi. Et politique générale aussi de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire à l'extérieur, dans des colloques, dans des congrès, etc. Question encore de Philippe en ligne que je salue, qui demande s'il y a un moyen de vérifier le retour sur investissement de la veille et comment quantifier finalement une certaine rentabilité. C'est une très bonne question. Hein. Ah oui, on le remercie. Merci, c'est une bonne question, mais comme tout ce qui est intangible, c'est des retours indirects. Vous pouvez toujours compter le nombre de gens qui ont accès à votre plateforme, si vous avez une plateforme de veille, le nombre d'articles qui ont été lus. Si vous envoyez une newsletter, vous voyez aussi le taux d'ouverture. Donc, vous avez ce genre de choses, mais les contributions directes, les retours sur investissement direct sont toujours un peu difficiles à faire, ça c'est vrai. C'est vrai que ça peut éviter certaines problématiques, notamment au niveau réglementaire. Si vous effectuez de la veille réglementaire, là, vous allez quand même voir, tiens, je me suis adapté à cette nouvelle réglementation sans être pris de court. Donc ça, on peut évaluer un petit retour sur investissement. Alors, je me souviens, Alain disait, on connaît le prix, oui. Vous trouvez que ça coûte cher de faire de la veille, essayez le prix de l'ignorance. Oui. Essayez l'ignorance. Ça coûte plus cher. Ça va coûter plus cher. Merci. Je prends encore deux petites questions, puisque moi, je veille au respect du temps, n'est-ce pas? Très rapidement, le mode avancé de Google, qu'est-ce que c'est? Alors, La recherche avancée. oui, il est bien caché. Si vous cherchez sur Google, Google Recherche avancée, vous allez tomber sur une interface qui va vous permettre de rechercher précisément, si vous cherchez des données chiffrées sur une entreprise, vous allez pouvoir choisir le type de fichier, par exemple un rapport file type PDF, donc un type de fichier PDF. Et là, dans vos résultats de recherche, vous n'aurez que des rapports version PDF. Donc, par exemple, je veux le rapport de la BCVS, je cherche BCVS, file type PDF, etc. C'est très utile pour le site admin.ch qui est une horreur. Très utile, hein, un véritable couteau suisse, mais très difficile en termes de recherche d'informations. Moi, j'utilise toujours la recherche avancée de Google. Par exemple, quelle est la politique de durabilité de la Suisse sur le site admin.ch en passant par Google Advanced Search, c'est très pertinent. Merci beaucoup. Encore très rapidement, Antoine nous demande comment est financé Swissintel. Est-ce que c'est uniquement via les cotisations des membres? Non, alors on a les membres et des sponsors. Justement, on a RUAG comme sponsor, on a FX6 et on a Innovis. Ok, merci beaucoup. Et dernière question, très actuelle, sans vouloir trop dévoiler d'une des formations ou conférences qui va venir, comment l'intelligence artificielle peut nous aider finalement à faire de la veille? Vous avez 30 secondes. Ça peut faire perdre beaucoup de temps aussi. C'est très utile pour trouver des sources d'informations, par exemple, qui sont toujours à vérifier. Hein. Voilà, je traite telle et telle thématique. J'aimerais que tu me proposes 10 sources à exploiter. Donc, ce sont des sources qu'on va pouvoir mettre dans nos sources à surveiller potentiellement, mais concrètement, l'intelligence artificielle ne peut pas faire de veille à notre place pour l'instant et ne peut pas cross-checker les sources et les informations. Très bien. Merci beaucoup. Donc, ça sera le mot de la fin. Merci encore, mesdames. Est-ce qu'on ose les réapplaudir une seconde fois? Je prends congé maintenant des personnes qui sont en ligne en leur remerciant de leur attention et on vous retrouve avec grand plaisir en présentiel ou à nouveau sur Zoom au mois d'avril pour une prochaine InnoVibes. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.